Cash is king. Suivez votre trésorerie au fil des jours. Une vue hebdomadaire peut sauver votre boîte bien plus vite qu'un bilan trimestriel. Mort, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du Regard décalé d'Hamid Faljaoui. Au menu cette semaine, le budget fédéral belge qui joue les prolongations, Belfius qui coupe le robinet à Bruxelles et l'intelligence artificielle qui vient bousculer le monde du travail. Entre signaux politiques, métiers manuels en pleine revanche et temps de travail à réinventer, on décrypte tout ça avec un regard décalé mais toujours aiguisé. Bonjour Hamid Faljaoui. Bonjour Gaël. On a encore du pain sur la planche cette semaine. À l'heure où on enregistre ce podcast, c'est-à-dire vendredi matin, nos ministres sont en train de trouver une solution pour boucler un budget fédéral. Alors c'est vrai qu'on avait l'impression d'avoir une première fumée blanche hier avec un premier cairn qui se réunissait. Ça donnait un peu un signal de « OK, Bart a rencontré tous les ministres individuellement, il les réunit tous, c'est possiblement parce qu'il y a moyen de créer un accord. » La réunion a tourné court, une nouvelle est planifiée aujourd'hui. Ça a l'air de quand même compliqué de trouver ce budget. 10 milliards d'euros, c'est l'objectif de part de Weaver, qui laisse quand même super optimiste parce que pour lui, mardi, on aura un budget. Tu y crois? J'en sais rien. À mon avis, si on en a un, ce sera avec une césarienne. Donc, peut-être l'enfant sera beau quand même malgré tout. Ils ont déjà reporté effectivement les deadlines. Et ici, on parle du 21 octobre, effectivement, donc mardi prochain. Mais en tout cas, c'est un budget qui a l'air très, très difficile à concocter. Pour la simple raison, c'est qu'au départ, quand ce gouvernement a été mis sur pied, on parlait plutôt de plus de 20 milliards, 23 milliards à aller chercher sur toute la législature, hein, évidemment. Et donc, c'est un budget pluriannuel. Or, ici, on parle de 10 milliards, ce qui est quand même nettement moindre, donc y compris en termes d'efforts. Et ça, c'est le strict minimum que demande la Commission européenne pour vérifier que la Belgique est bien sur la bonne trajectoire. Alors, dans les aspects positifs, je vais pas les aspects négatifs. Les aspects positifs, c'est qu'on s'étripe pour le moment autour de la table, mais c'est pas un budget juste pour l'année prochaine. C'est un budget qui ira jusqu'à la fin de législature, donc 2030. Donc, le jour où ils seront d'accord, on sera, entre guillemets, tranquille pour quelques années. Donc ça, c'est pas mal. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Le jour où ils seront d'accord. Oui, parce que chacun, évidemment, sait qu'il va être lié par cet accord pendant quelques temps. Et donc, chacun veut ne pas rentrer par rapport à son électorat avec, je dirais, une trop grande défaite. Mais c'est clair que tout le monde devra mettre de l'eau dans son vin. C'est vrai que des socialistes voudraient augmenter la taxe sur les bons-titres qui touche tous les gens qui ont à minima 1 million d'euros sous forme d'actions, obligations, que sais-je de ça. Et ils voudraient même la transformer en taxe sur les millionnaires. Bien entendu, le NR n'en veut pas. Et la NVA n'en veut pas. La NVA veut faire sauter l'Alex. C'est-à-dire, en fait, alors c'est une demande de la FEB. C'est pas nécessairement une demande de certaines organisations patronales comme l'UCM. Par exemple, j'ai entendu son patron qui disait que c'est peut-être pas l'idéal, surtout en cette période de remous sociaux. Par contre, indexer uniquement le net et pas le brut, pourquoi pas? Ça, c'est des choses à discuter. Mais pour le moment, voilà, c'est ce qui est mis sur la table. Le CDNV, lui a dit, bon, voilà, si c'est pour parler du sous d'index, c'est simple, je vais même pas à la table. Autour de la table, ça sert à rien. Par contre, je voudrais qu'on travaille plus sur d'autres aspects, et notamment les abus supposés des sociétés de margin. Donc, ces gens qui Ouais, on te relaisse le passé, ouais. en parlent exactement. Et quant au maire, bon, voilà, il a force de répéter qu'il n'y aura pas d'impôt, il ne veut pas se dédire par rapport à ses électeurs. Et donc, tout le monde fait son tour de chauffe et tout le monde, évidemment, lâchera quelque chose. Maintenant, c'est un petit peu normal, on fait monter les enchères. Et puis, quand on voit ce qu'a mis sur la table Bart de Wever, il dit qu'on allait travailler sur 4 axes de saut d'index, qui est quasiment les lignes rouges absolues pour les syndicats qui ont quand même. Ah oui, on a déjà entendu la MGTB monter au créneau plus d'une fois. Alors, cette semaine, je n'ai entendu que d'ailleurs. Ils ont quand même réussi à mobiliser énormément de gens. Donc, je pense que le gouvernement a entendu, je dirais, la détresse d'un certain nombre de citoyens. Il a ramené la norme à 2% de croissance des dépenses sociales. Je ne sais plus ce qu'il y avait encore d'autres, mais enfin, en bref, ce sont d'autres qu'il a mis, il a mis sur la table des choses qui sont peut-être difficiles à faire passer auprès de certains. Et peut-être qu'on y arrivera avec des mesures un peu plus légères. Si je ne vois pas comment, parce que quand j'en pense à certains économistes, même en faisant l'addition de toutes ces mesures, on n'arrive pas aux 10 milliards. Donc, je ne sais pas où ils vont aller les chercher. En même temps, c'est vrai que quand on les voit autour de la table, comme tu dis, chacun il va de sa petite protection, mais chacun va être concerné. Et dès qu'une proposition, il y a toujours bien un parti pour prononcer. Est-ce qu'on peut vraiment et raisonnablement se dire que d'ici mardi, ils arriveront à se mettre d'accord?
Ah, il faut l'espérer, écoute, il faut l'espérer. De toute façon, si c'est pas le 21, ils mettront une autre date butoir, mais ils finiront bien par se mettre d'accord et que chacun ira crier victoire en disant qu'on a été pire et des choses pareilles. Ce sont aussi beaucoup de ballons d'essai en disant, ben voilà, finalement, regardez, on touche pas trop, c'est le management, on fait telle ou telle chose. Et donc, chacun en repartira, je dirais, avec peut-être un petit bout de victoire de ceci ou cela. Mais c'est un budget qui est pas simple, ce type. Ou en tout cas, ils ont peut-être une motivation supplémentaire pour booker ce budget avec l'exemple de Bruxelles. Bruxelles qui n'a toujours pas de gouvernement et Betfius qui a décidé de supprimer sa ligne de crédit de 500 millions. Ce sera à partir du 1er janvier 2026. Il y a deux points qui me posent question. La première, est-ce que Betfius supprime cette ligne parce qu'il n'y a pas de gouvernement et donc pas la confiance suffisante pour continuer à octroyer ce crédit? Et puis parallèlement à ça, ce crédit il est quand même peu utilisé. Est-ce que du coup, il n'y a pas là derrière aussi un signal que la privatisation de Betfius est en route? Ah oui, tu vas très loin dans ta question. Je ne sais pas sûr qu'on peut aller aussi loin. Bon, après, je suis pas dans ce que les dieux. Effectivement, c'est une ligne de crédit qui a été faite et utilisée, mais elle est symbolique, elle est là. Et c'est surtout quand il y a un déséquilibre momentané entre les dépenses et les recettes, où on peut, grâce à cette ligne de crédit, ne serait-ce que temporairement, si tu veux, payer des gens, des fonctionnaires, des choses pareilles. Et donc, pour le moment, il y a deux lignes de crédit, une de 500 millions de Belfius jusqu'au 1er janvier et une autre de 500 millions aussi d'ING. Au départ, c'était Benchus qui était une caissier de l'État, enfin de la région, en l'occurrence ici Bruxelles, puisqu'ils avaient une ligne de crédit de 1 milliard, ils l'ont réduite à 500 à un moment donné, et puis en mars dernier, ici en 2025, ils ont même voulu la ramener à 200 millions, puis finalement, ici en tout cas, les pays du Port est convaincu de rester à 500 millions, et là, très clairement, ils ne veulent pas. Alors, pourquoi est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'il n'y a pas de gouvernement? Oui, bien entendu. Le fait qu'il n'y ait pas de gouvernement, c'est déjà un signal négatif à l'encontre de n'importe quel bailleur de fonds. On le pense c'est une banque en disant il y a pas de pilote dans la maison. Donc, on ne va pas prendre des décisions qu'il faut, que ce soit en termes de recettes ou en termes de diminution de dépenses ou de gel de dépenses. Donc, ça, effectivement, ça a joué, certainement. Mais surtout, la banque se rend compte aussi qu'elle est très, très exposée sur une ville, pas que celle-là, d'autres aussi, chroniquement, structurellement déficitaire, que ce soit les communes, que ce soit les intercommunales, ou aussi le secteur hospitalier, puisque beaucoup d'hôpitaux sont sous la tutelle de la ville de Bruxelles ou la région bruxelloise. Donc, ils veulent, bon gestionnaire, limiter, je dirais, leur risque. Alors, est-ce que l'ouverture du capital peut jouer? Je n'en sais rien. Ça pourrait jouer, effectivement, dans le sens où on se dit, si on veut l'ouvrir à des investisseurs, ces investisseurs voudront avoir un certain rendement. Et c'est clair qu'en restant aussi massivement investis dans des pouvoirs publics structurellement déficitaires, c'est pas quelque chose qui rend la mariée agréable, je dirais, aux futurs investisseurs. Donc ça pourrait avoir joué, ou en tout cas accélérer la décision, mais sans certitude de pouvoir le confirmer. En parlant d'investisseurs, dans un tout autre registre, on prend la direction de l'Italie. Des investisseurs à comptant ici, avec Ferrari qui a remis des résultats. Et c'est vrai que j'ai régulièrement à l'occasion de discuter un petit peu de la susceptibilité des marchés. Ici, c'est vraiment pour moi un exemple flagrant parce que moi, je lis les résultats de Ferrari. On a quand même des revenus qui ont été relevés à 7,1 milliards. On a un bénéfice par action qui est passé à 8,8 € par action contre 8,6. Ce sont des bonnes nouvelles. Et pourtant, le cours de Ferrari enregistre sa plus grosse chute de toute son histoire boursière depuis 2016. Puis oui, ça a chuté au moment où on l'a annoncé à de 15%. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le patron de Ferrari a invité les analystes financiers, un certain nombre d'investisseurs à visiter le siège social de Ferrari en Italie. Là, il leur a annoncé que contrairement à ce qu'ils auraient espéré, il leur a dit que la croissance annuelle ne sera pas de 15%, elle sera seulement de 5%. C'est positif, mais nettement moins que 15%. Je rappelle que Ferrari fait une marge quand même de 30%, ce qui est énorme. Bien malgré ça, effectivement, ils se sont ramassés une claque boursière de 15% parce que la croissance est beaucoup trop faible. Et c'est une croissance, une perspective à 2030. On est loin quand même. Oui, mais la bourse achète, on appelle la bourse le commerce des promesses, donc ils achètent des promesses et donc des profits futurs. Et là, on leur dit, écoutez, voilà, on va faire une très très belle marge, etc., on va le maintenir, mais la croissance, elle sera réduite. Alors, ils pourraient effectivement obtenir une croissance plus forte, mais alors ce serait peut-être leur modèle économique lui-même qui serait remis en cause dans le sens où on sait très bien que Ferrari pourrait produire plus de Ferrari.
mais ils ne veulent pas, ils veulent rester sur l'optique du fondateur Enzo Ferrari en disant on produira toujours une voiture de moins que la demande. Voilà, un peu comme Rolex. Et donc, ils le font d'abord pour, je dirais, maintenir le côté glamour de la marque, le côté rareté. Ensuite aussi pour maintenir la valeur du marché de l'occasion. Parce qu'en fait, ces voitures se revendent très, 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 très bien. À partir du moment où on se met à produire davantage, le marché de l'occasion de Ferrari pourrait chuter drastiquement. Voilà, ça, c'est leur modèle économique. Et donc, eux, pour eux, ce qui compte, c'est la marge. Et c'est vrai qu'ils ont réussi à créer une aura Ferrari. Il fait qu'aujourd'hui, en fait, quand tu vois la marge de Ferrari, donc 30% par rapport à Porsche qui est à 5,5% cette année, en fait, ils ont des marges plutôt de produits de luxe. Style Chanel ou Hermès. Ouais. Donc, est-ce que c'est une marque fashion? Est-ce que c'est une marque automobile? Sans doute les deux à la fois. Alors, l'autre aspect aussi qui a refroidi la bourse, c'est qu'en fait, tous les constructeurs automobiles doivent s'électrifier. Ouais. Et là, ils avaient annoncé aussi qu'à horizon en 2030, si je ne dis pas de bêtises, 40% du parc automobile de Ferrari serait électrifié. Et là, ils estiment que ce sera 20%. De nouveau, parce qu'il y a les monos, effectivement, ils se rendent compte qu'ils doivent électrifier, mais ils veulent garder ce bruit, ce moteur. Enfin, C'est sûr qu'une Porsche électrique, ça fera pas le même. non, faire une Ferrari, ça fera pas la même chose. Alors après, la bourse, pour le moment, donne l'impression d'être extrêmement pressée et Ferrari de jouer plutôt le long terme, la prudence, etc. Donc, on est plus dans le marathon que le sprint. Est-ce que la bourse a totalement tort? A priori, on pourrait se dire oui. Mais il faut voir, parce que maintenant, Ferrari se base sur ses usagers aujourd'hui. Mais est-ce que la génération qui vient, celle de 2030, sera aussi sensible au bruit que étaient les générations avant? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à réinventer au niveau du numérique, d'une sonorité électrique à trouver, etc. Ils travaillent là-dessus. Ce sont des vraies questions. Ce sont des vraies questions parce que la bourse n'est pas idiote. Elle se rend compte aussi que les marchés, je dirais, porteurs comme la Chine sont en train de se fermer ou la demande est moindre, etc. Donc, ils attendent aussi de Ferrari de ne pas simplement dire oui, nous, on est dans le long terme. Mais ils disent, voilà, si vous me dites ça, c'est gentil, mais vous allez trouver où votre croissance? La bourse n'est pas non plus totalement une doute. Ça, je vais. Moi, j'ai peut-être une solution pour Ferrari, une solution, je pense que tu as vu passer toi aussi. Je pense qu'on a lu le même article dans CNN Business. On pourrait proposer à Ferrari d'utiliser l'intelligence artificielle pour ses usines de production, histoire de gagner en efficacité, gagner en temps et donc augmenter la marge finalement, puisque cet article de CNN Business expliquait que finalement l'intelligence artificielle n'était pas uniquement une plus-value pour les métiers intellectuels, si je peux dire, mais également pour des métiers manuels. Un plombier, par exemple, peut vraiment améliorer son efficacité, le temps de travail, etc., grâce à l'intelligence artificielle. Oui, c'est ce qu'on découvre et tu as tout à fait raison de dire qu'effectivement, jusqu'à présent, ceux qui ont souffert au cours des années 80, 90, c'était les cols blancs avec les délocalisations, puis les cols bleus, les cols blancs s'en sont tirés, puis il y a maintenant l'IA qui arrive et qui menace plutôt les métiers de cadre, analyse financier, comptable, journaliste, enfin, tout ce qu'on connaît habituellement. Et là, on voit à travers cet article, notamment, c'était deux reportages auprès de deux BME, une chauffagiste et une autre dans la climatisation. Et on voit que ces entreprises, qui sont de simples PME américaines, ont vu leur chiffre d'affaires exploser, leur tarification par prestation exploser aussi, tout simplement parce que leurs ouvriers, qu'ils soient chauffagistes, plombiers, je sais pas quoi, électriciens, utilisent l'IA de manière optimale. Et donc, par exemple, je sais pas, il y a un chauffe-eau qui en panne, eh bien, ça leur donne plus de recommandations que peut-être ils n'ont pas pensé. Donc, ça leur permet d'aller plus vite, mais ça leur permet aussi de faire des devis, des diagnostics beaucoup plus rapides et aussi de facturer beaucoup plus vite. Donc, le tout dans tout, c'est déjà en gagner. Et alors, ce qu'on a aussi remarqué, c'est que les plus anciens, donc les plus âgés qui pratiquent ce métier, c'est un chauffagiste de menuisier ou que sais-je encore, se saisissent de l'IA, ChatGPT ou autre. Et en fait, comme ils ont l'expérience, ils vont plus vite. Et en fait, ils arrivent à avoir un effet de levier. Et donc ça, c'est une chose qu'on découvre. Alors évidemment, ça pose beaucoup de questions parce qu'on le voit à travers pas mal d'articles ici ou là. Si les métiers manuels se voient augmenter grâce à l'IA, est-ce qu'il faut encore envoyer nos chères têtes blondes dans l'enseignement généraliste? Alors, c'est pas simple parce que quand on est parent, on vit toujours que la voie réelle, c'est de faire le lycée, la technique, le CEG, etc. Et malheureusement, on voit souvent l'enseignement technique professionnel comme une sorte de reliquat, comme quelque chose qui est un échec, ce qu'il faut. Alors, on le voit déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, un menuisier, un électricien, un chauffagiste gagne déjà beaucoup mieux sa vie que beaucoup de cadres supérieurs dans des belles boîtes. Mais sans doute, ça va s'accélérer et ça va forcer sans doute, enfin pas sans doute, certainement les parents à se poser la question,
qu'est-ce que je fais de mes enfants? Mais c'est un choix qui est très, très difficile à prendre, parce qu'on a été habitué, je dirais pendant des décennies à envoyer nos enfants dans ce qu'on pourrait appeler la voie royale. Et puis il faut aussi que l'enseignement s'adapte, puisqu'en fait, l'enseignement technique, à l'inverse de l'Allemagne, où l'enseignement en alternance est très, très pratiqué et très valorisé par la société, c'est pas le cas en Belgique ou en France. Et surtout, par exemple, je vois en Belgique, l'enseignement technique n'est pas adapté, je dirais, à ces nouveautés. Et donc, ça pose beaucoup de questions, effectivement. C'est vrai qu'il y a quand même une idéologie, une mentalité qui se dit si un enfant ne fait pas d'études, il ne réussira pas dans la vie. Alors que finalement, est-ce que le mieux n'est pas directement d'aller mettre ses mains dans le cambouis, quel que soit le métier Voilà, et celui qui le dit, alors après, on peut suspecter d'être intéressé, c'est le patron de Vivia, qui est quand même la plus grande boîte cotée en bourse, 300 milliards, et qui disait que les futurs millionnaires, ce seront des gens qui sont plombiers ou électriciens, et pas cadres, pas d'école blanc. Donc, alors évidemment, lui, il a intérêt, parce qu'il demande des PIA, il a intérêt à se payer des chauffagistes, des électriciens pour les centres de données, etc. Mais c'est une réalité. L'IA fait donc gagner du temps à ces plombiers, fait gagner du temps finalement à beaucoup de travailleurs, quel que soit leur domaine. Et là, je vais rebondir sur l'une de tes chroniques, c'était celle d'hier, je pense, où tu expliquais, tu réagissais à un article que tu avais lu où on se rendait compte qu'après le télétravail qui avait enlevé la localisation, la géolocalisation du travail. Oui, c'est un article sur LinkedIn d'Oussama Abba. On fait ça. Et donc, tu rebondissais sur le fait que cette IA aujourd'hui, eh bien, elle vient perturber le temps de travail et que ça redistribue les cartes concernant, OK, qu'est-ce qu'on paye? On paye un employé 8 heures par jour ou est-ce qu'on paye pour son efficacité et son... Moi, j'ai quand même l'impression que cette expertise, ça fait longtemps qu'elle est valorisée. On n'a pas attendu l'IA pour payer quelqu'un plus cher parce qu'il sait bien travailler. Je ne sais pas si tu avais entendu cette histoire, elle tourne un peu partout, d'une grande entreprise qui a un problème avec une machine et qui fait venir tous ses ingénieurs. Il n'y a personne qui trouve comment régler le problème de la machine et finalement, il paye une fortune, un vieux monsieur qui regarde la machine pendant 10 minutes, qui tape un coup de marteau, qui s'en va et qui facture 100 000 $. L'entreprise dit 100 000 $, pourquoi? Et le monsieur justifie 1 euro pour le coup de marteau et 99 000 $ pour le savoir où il doit donner ce coup de marteau. Oui, en fait, c'est un truc fake, mais qui fait plaisir à entendre. Et on l'a aussi dit pour les coups de pinceau. Je me souviens même Pierre Arditi, à un moment donné, a sorti le même argument pour, je crois, l'ordre des experts comptables en France. Et il disait, ben voilà, j'ai été payé telle somme et j'en dis quoi pour 20 secondes? Non, pas 20 secondes, 40 ans d'expérience, évidemment. Tu vois. D'abord, première chose, parce que j'ai vu des gens réagir sur le film de Justice à Mahamar, qui il y a des problèmes avec la justice en France pour des problèmes avec ses anciens actionnaires. Je le cite tout simplement parce que bon, si quelqu'un dit quelque chose d'intelligent, bah voilà, je le relaie. Et il peut avoir des problèmes par ailleurs avec la justice. Ça ne se regarde pas. Ça ne nous regarde pas. En tout cas, ça ne me regarde pas directement, donc clairement. Alors, ce qu'il disait deux choses. C'est que le télétravail avait déjà fait exploser, si tu veux, en fait, quand on délocalise le boulot. Et en fait, a fait exploser surtout la géographie du travail. Tout avant, tu vas aller à l'atelier ou au bureau travailler. Avec le télétravail, on a généralisé, si tu veux, l'éclatement des lieux géographiques. On peut travailler où on veut, etc. Donc déjà, ça a déjà une grande différence. Alors là où moi j'ai été interpellé par son article et ce à quoi tu fais allusion, c'est qu'il dit on va aussi casser la temporalité. Puisque jusqu'à présent, c'était quoi là, un contrat CDI? C'est que tu me donnes ton temps de travail et je te paye, je te rémunère pour le temps que tu consacres, etc. Voilà. Ici, c'est plus le cas du fait de l'IA. Parce que l'IA fait les choses 10 fois plus vite que toi, ou 100 fois plus vite, ou 1000 fois plus vite que toi, plus rapidement, ne s'arrête jamais, etc. Et donc, je ne peux plus te rémunérer autant. Ce que je vais te rémunérer, surtout si tu es senior et que tu canalises bien cette IA, c'est à la pertinence des résultats que tu vas donner. Donc, l'exemple que tu citais tout à l'heure. Mais je me permets, la pertinence, et toi en tant que rédacteur en chef et directeur du magazine Trends Tendance, c'est déjà ce que tu rémunères. Un journaliste devait être pertinent avant l'IA, et finalement tu ne l'as pas rémunéré parce qu'il était de 9 à 17 derrière son bureau de rédaction, mais parce qu'au final, il te remet un travail terminé pertinent. Oui, sauf que dans le contrat de travail, il n'est pas marqué ça. Dans aucun contrat de travail, il est marqué ça. Dans un contrat de travail, il est marqué c'est 38 heures, 40 heures, je sais pas quoi, X heures, voilà. Et donc, les gens, techniquement, sont payés à l'heure. Bien entendu qu'on attend d'eux qu'ils soient pertinents, bien entendu qu'on attend d'eux qu'ils fassent de bons papiers, ça, on est bien d'accord. Mais techniquement, en réalité, les gens sont payés au nombre d'heures. Même un indépendant, quand tu regardes, finalement, c'est quoi un indépendant? C'est quelqu'un qui facture quoi? Un savoir-faire, peu importe la radiologie, l'expertise, marketing, écrire des articles, etc.
Et en fait, c'est très simple. Tu peux à peu près savoir ce qu'il gagne. Tu fais son taux horaire fois le nombre d'heures qu'il consacre. Parce que voilà, il faut X heures pour faire ceci, faire cela. Et bien voilà, tu sais à peu près ce qu'il gagne. Sauf qu'aujourd'hui, l'IA chamboule tout ça. Ce que avant, je sais pas, ça peut être même dans des métiers artistiques ou autres. Voilà. Quand je dis par exemple cinématographie, audiovisuel, Sarah, s'il fallait faire une vidéo avant, il fallait 6 jours. Maintenant, on peut peut-être faire une vidéo, peut-être même mieux en quelques heures ou en quelques minutes, je sais pas quoi. On te rémunère comment? Ce sera la pertinence. Donc oui, il y avait une pertinence, mais ici, elle sera à puissance 1000. Donc, ce sera tout à fait différent. Et donc là, ça pose la question du contrat de durée, du contrat du CDI à durée indéterminée. C'est, voilà, comment est-ce que je vais payer les gens? Parce qu'en fait, est-ce que je vais continuer à être payé comme ça? Alors que maintenant, avec l'IA, ce qui m'intéresse, c'est pas le fait qu'ils fassent leurs 38 heures, c'est qu'ils me résolvent un problème. Voilà. Et ça, c'est nouveau, de cette manière-là. Alors, tu vas me dire, oui, ça existait pour des élites et des choses pareilles. Mais pour le commun des mortels, c'était pas le cas. C'était d'abord accomplir... Allez, tu vois bien, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, le nombre de grandes entreprises où les gens passent leur temps en réunion. Oui. Ça va peut-être aussi mettre à mal la réunion aiguë, puisqu'en fait, ce qu'on voudra, c'est, OK, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste le résultat final. Vos réunions, ça ne m'intéresse pas. On va faire ça comment? Et donc, c'est aussi une question de mentalité. Les gens ne sont pas habitués à être résultat oriented ou driven, comme on dit. Donc, ça ouvre beaucoup, beaucoup de portes auxquelles on n'a pas pensé aujourd'hui. C'est vrai que sur un contrat de travail CDI, il sera marqué au point horaire, pertinence, ou sera marqué... On n'en sait rien, personne qui peut le prouver. La seule chose qu'on voit aujourd'hui, c'est que, et ça aussi c'est assez étonnant, c'est que les seniors, donc les personnes plus âgées, sont aujourd'hui plus efficaces que les jeunes, alors qu'on pensait que les jeunes... D'abord, on pensait que les vieux étaient dépassés, d'abord qu'ils coûtaient cher, et qu'en plus, ils n'étaient pas digitalisés. On se rend compte aujourd'hui que les vieux, entre guillemets, les seniors, 50 plus ou je sais pas quoi, ou même 45 plus, voilà, aujourd'hui sont beaucoup plus pertinents, vont beaucoup plus vite, et n'ont même plus besoin des juniors, et donc ils rentabilisent leur travail par rapport à l'employeur. Et donc eux, si tu veux, c'est une revanche, parce qu'on les avait mis has-been. Ils ne le sont plus grâce à l'IA. En revanche, le jeune, il apprenait comment? C'était en faisant les choses. Mais aujourd'hui, il ne les fait plus. C'est l'IA qui les fait à sa place, et il est aussi censé piloter. Mais c'est pas à toi que je dois te dire, on apprend les choses qu'en les faisant soi-même. Ouais. Si on ne les a jamais faites, il y a quand même des choses qui vont nous échapper. Ce que n'auront pas les seniors. C'est pour ça que les seniors sont beaucoup plus efficaces. Parce qu'ils voient des trucs, ils disent oui, il m'a dit ça, et ChatGPT m'a répondu ci ou dit vinaigre. Mais je pense que si je fais ceci, cela, j'obtiendrai tel résultat. Mais un jeune qui n'a pas eu cette expérience-là, il fait comment? Et donc là, ça pose un problème aussi pour les jeunes. Or, il faudra bien qu'ils apprennent les choses. Malheureusement, où l'IA fait à peu près tout mieux qu'eux, plus vite qu'eux, comment vont-ils avoir cette période d'apprentissage qu'ils n'auront peut-être plus demain? Voilà les vraies questions que ça pose. Et ça posera beaucoup de questions pour le DRH, pour le droit social, pour la manière de travailler ensemble. On est qu'au début, je crois, des vraies questions. Peut-être un nouveau métier, le coordinateur d'utilisation de l'intelligence artificielle. Oui, mais est-ce que tu auras besoin d'autant de gens qu'aujourd'hui? Je ne suis pas sûr du tout. Tu devras faire 2 fois plus. Le train de tendance sera plus épais. C'est pas aussi simple que ça, dans le sens où tu n'as pas 2 fois plus de temps. Et donc, si c'est plus épais, moi, j'ai pas le temps de te lire. Que du contraire, tu te heurtes quand même à des limites physiques, de sommeil, de ceci, de cela. Je sais pas, c'est vrai que tu peux faire des bilans, par exemple, comptables beaucoup plus vite, mais moi, je dis n'importe quoi. J'ai 50 clients, je suis comptable. Ils ont besoin chacun d'un bilan. Ils n'en ont pas besoin de 2. Si le bilan est fait, je fais comment? Tu vois? Donc, tout ne se multiplie pas, contrairement à ce qu'on pense. Voilà, j'ai une campagne de pub, tu m'en demandes une, je peux la faire beaucoup plus vite, mais tu m'en demandes qu'une. Tu vois, tu n'as pas le temps d'en faire 2 ou 3, ou tu n'as pas les budgets. Donc voilà, croire que ça va se multiplier comme ça, non, pas du tout. On aura certainement l'occasion de reparler de ces modifications liées à l'IA. La semaine prochaine. La semaine prochaine, sans doute. On va faire ce numéro. Merci beaucoup, Amélie. Merci Gaël, merci beaucoup. Cash is king. Suivez votre trésorerie au fil des jours. Une vue hebdomadaire peut sauver votre boîte bien plus vite qu'un bilan trimestriel. Mort, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.